François Guizot, il n'y a rien. Alors, donc aujourd'hui, à la suite de l'intervention de Robert la semaine dernière qui a fait dresser un panorama des relations internationales depuis quelques décennies et même plus, à la suite de ça, moi j'interviens sur le triptyque USA, Union européenne et Chine. En vérité, c'est surtout pour mettre en lumière l'ascension de la Chine dans le commerce international. Cette ascension, elle, signifie donc quelque chose qui nous surprend, c'est une idée à laquelle nous résistons, bien entendu. Nous, c'est un nous extrêmement général et global, l'opinion, les opinions publiques, c'est l'idée que peut-être derrière ce mouvement que nous voyons se développer sous nos yeux, eh bien, se profile peut-être un renversement des positions des puissances. C'est la raison pour laquelle, globalement, nos 4 conférences, elles sont intitulées Tectonique des puissances. C'est pour, disons, suggérer l'idée, c'est un clin d'œil vers la tectonique des plaques, pour suggérer l'idée qu'on est en train d'assister à quelque chose d'historique, un renversement des positions des puissances. La Chine, elle s'est ouverte au commerce international formellement en 1978. C'est cette année-là que la Chine prend la décision de s'ouvrir au commerce international, 2 ans après la mort de Mao, seulement 2 ans après la mort de Mao. J'insiste sur ce seulement. Ça veut dire qu'il y avait quand même des envies, des projets, etc., etc. Bon. Mais le grand timonier, tant qu'il était là, ça ne pouvait pas se faire. Au début, l'Occident, les Américains, quand on dit l'Occident, c'est quand même d'abord et avant tout les Américains, n'y ont vu que des avantages, parce qu'ils se disaient que si la Chine s'ouvrait au commerce et au capitalisme, eh bien, elle ne tarderait pas à être contaminée et adieu le régime socialiste, communiste et le régime chinois. Ouais, et ben, c'est pas ce qui s'est passé. Bien sûr, on voit se mettre en place un régime qui n'est pas facile à qualifier, bien sûr, mais ce n'est pas un régime capitaliste à l'américaine, ce n'est pas non plus un régime communiste à la soviétique. Je ne vais pas aujourd'hui m'appesantir sur la définition du régime, mais je consacrerai une conférence spécifique lors du cycle sur la Chine en septembre, à partir de septembre 2026. Dans le cycle sur la Chine, il y aura une conférence spécifique sur est-ce que c'est un régime capitaliste. Bon, donc, le régime communiste, il a résisté. Alors, ils ne disent pas régime communiste, les Chinois, hein. Ils disent économie sociale de marché. Économie sociale de marché. Il a résisté, et donc, du coup, les Américains, c'est fini, hein. La Chine, c'est gentil, ce sont des gentils, etc. On ne parle plus de ça. Dans la mesure où le régime communiste résiste, eh bien, on revient finalement à des comportements de guerre froide, etc. Je vais m'attarder sur les 25 dernières années, mais avant ça, je vous montre les 45 dernières années.
en termes de PIB. Alors, je commence par les 20 premières. J'ai le total, hein, mais je commence par les 20 premières. 1980-2000. Donc, regardez, en bleu, bien sûr, ce sont les États-Unis en bleu. Hein. En orange, c'est le Japon. En vert foncé, c'est l'Allemagne. En vert clair, ici, vert clair, c'est la France. Et vous voyez qu'à un moment donné, elle est dépassée par le Royaume-Uni, qui passe au-dessus d'elle, comme ça. Donc la France ici, en vert clair, comme ça. Ensuite, l'Italie, en vert encore plus clair, ici, et elle est dépassée à un moment donné par la Chine. Voilà, la Chine, la voici, la voilà. Entre 1980 et 2000. L'Italie, en bleu, ça c'est le Canada. Voilà, le Canada. Ensuite, Mexique et Argentine. Voilà. 1980-2000. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une année, une période de forte expansion des États-Unis. Si on ne voit que ça, on se dit forte expansion. Et on se dit aussi forte expansion du Japon. L'Allemagne, c'est déjà un peu moins spectaculaire, un peu moins. Hein. Souvenez-vous de ce que nous disions en France de l'Allemagne. Ils sont super forts, etc., etc. Bon, oui, bien sûr, ils sont devant nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Même encore aujourd'hui. Mais même encore aujourd'hui. Mais ils ne font pas non plus des bélugues. Mais ce qui les a permis de se restructurer, c'est qu'ils avaient peu de financement pour une armée. Oui. Voilà. Et ça, c'est des budgets très colossaux dans tous les autres pays, pas l'Allemagne. Et ça va changer. Ça change, et on voit qu'ils ont des difficultés économiques maintenant. Voilà. Et ça s'arrête en 2000. 2000. Donc, je vais montrer la suite. Ah oui, parce que ça doit être intéressant. Il y a des choses qui explosent. Je vais montrer la suite. En 2001. Et voici la suite. Ah là. Donc, il faut, déjà, disons une chose, il faut vraiment distinguer 1980-2000 et 2000-2025. Ah oui, bah oui, là. Ce ne sont pas du tout les mêmes histoires. Non. Ok. Moi, l'histoire que je raconte, c'est celle-là. Hein. C'est la deuxième partie. Oui, puis on voit que c'est Alors, phénoménal. Regardez quand même les États-Unis. Bon, ils ne sont pas déclassés. Non. Hein, ils continuent d'augmenter. Bon. Leur problème à eux, C'est Trump. c'est... C'est Oui, quoi d'autre? mais leur problème à eux, c'est que cette performance économique, ce sont des PIB, hein, ça j'ai oublié de le dire, ce sont des PIB. Des PIB bruts de décoffrage sans tenir compte de l'inflation. Brut de décoffrage. C'est le FMI, la statistique. Leur problème à eux, c'est que derrière ces statistiques glorieuses, il y a d'énormes inégalités, puisqu'on peut avoir 500 ou 1000 ou 2000, enfin, ne retenez pas ces chiffres-là, mais c'est pour dire, vous pouvez avoir quelques milliers de milliardaires qui captent la moitié de la richesse nationale, de la richesse américaine. L'immigration et... Voilà.
Et puis il y a un Américain sur aujourd'hui, peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui il y a un Américain sur 9 qui vit sous le seuil de pauvreté. Et comme vous le savez aussi, il n'y a pas de sécurité sociale, etc. En Chine non plus. Ben si, en Chine, il y a des choses. il y a- Ça vient de s'installer. Ça vient de Si, se créer. en Chine, ils sont en train de mettre en place des produits. Non, moi, mon fils, Mais il a oui, vécu, oui. il y a je veux dire, les soins sont gratuits, enfin, je veux dire, Il y a des choses. Depuis 2010, Quelles c'est conditions? 2010, sécurité sociale qui s'est installée, par exemple. Allez-y, vous avez Depuis une idée. 2010. Non, mais on n'a pas envie d'y aller. Mais la Chine est en train, elle est en Oui. train de tout faire en même temps. ils sont 1,4 milliard aussi. Et Hein, donc, c'est- ils ont. Il y a Un dossier. l'Inde aussi. La misère est encore pire. Hein. Mon fils a passé 2 mois là-bas. Mais merde, en Inde, c'est- la misère, Mais ils assument leur misère. la profonde misère n'est pas éradiquée en Inde. Ils arrivent même En plus Chine, à- elle est éradiquée. Dans les livres qu'il a fait, en Inde, ils n'arrivent même plus brûler, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont plus d'argent pour brûler les corps au bord du Gange. Alors, donc, le problème des États-Unis, c'est tout ce qui est inégalité, protection sociale, la violence, etc., etc. Bien, alors la Chine, voilà, elle était là, donc bonne élève au cours de ces 20 dernières années, on va dire, mais c'est là que se fait l'explosion. Voilà. Elle est encore derrière les États-Unis. Et puis ensuite, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, voilà le parcours de l'Allemagne depuis un quart de siècle. Elle a réalisé le bond sur ces années-là. Mais curieusement, en France, on ne dit plus que l'Allemagne est un pays formidable, un bon élève, etc. Alors que c'est quand même à ce moment-là que les performances économiques sont les plus... On est jaloux de tout. Pardon? Je dis, on est jaloux de Non, tout. mais aujourd'hui, on critique, mais la période de Merkel, elle a tout fait pour ne pas délocaliser comme on a fait nous. Ouais. Nous, regardez, encore l'industrie aujourd'hui, ArcelorMittal, on vend tout. Hein, Bien sûr, Nous, ça fait longtemps qu'on descend. Hein. bien sûr. Ben, c'est bien simple. Regardez, en 1980, nous étions juste derrière la France, derrière l'Allemagne, dans ce graphique, en tout cas. Ben non, ben maintenant, l'Allemagne est là et la France est là. Voilà. Ils ont gardé longtemps, maintenant je ne sais plus, mais leur industrie. Mais grâce à Merkel, hein, c'est tombé assez Ouais. vite. Hein. Ben, ouais. Voilà, alors l'Inde, Nous, on ne travaille pas. l'Inde, elle est inexistante, en tout cas dans ce graphique, on va dire, pas dans la réalité, mais elle est inexistante jusqu'en 2000 et elle progresse de manière fulgurante aussi, mais avec un décalage par rapport à la Chine. Ah oui, c'est l'Inde, ça. L'Inde en orange, là. Ah oui. Oui, Voilà. mais l'Inde, ça marche. Hein. Donc l'Inde, Ils assument leur pauvreté. oui, mais ça, c'est pas une solution, ça. C'est pas. Bah, C'est pas. Il y a c'en encore- est une. C'est Ils pas sont très loin. formidable. non, mais il y a encore des castes. Hein, Ils sont très loin des capacités de la Chine et de son niveau technologique. Et, Très, très loin. et la formation. Je sais pas. Ah oui. Ils le cachent bien. Non, non, Par c'est- contre, tu prends l'Inde, tu prends mon téléphone, c'est Samsung, c'est Corée du Sud. Oui, oui, Quand j'ai ouvert la boîte, fabriqué en Inde. oui, oui, bien sûr. Donc on voit que Corée du Nord, tous ces pays-là, ils délocalisent. Donc c'est pour ça qu'ils se développent, parce qu'ils créent les conditions. Alors parlons de la Russie. Vous voyez que la Russie, elle ne fait pas des bélugues, elle est ici en jaune. Voilà. Elle progresse, incontestablement, mais pas du tout
avec la même pente que la Chine, même l'Inde. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, à ce moment, la Chine, elle possède des bons du trésor américains de manière colossale. Là maintenant, ils stoppent. Ils sont en train de voir comment faire. Et ça servait à aider les déficits des États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est pour ça que le Trump, il ne fait pas trop le malin avec les Chinois, parce qu'ils ont des moyens pour pouvoir presser le citron. Ah oui, il faut l'arrêter, celui-là. Ah ouais. Donc la Chine a été regardée comme un partenaire acceptable pendant tout un temps. Comment Richard Nixon est allé en Chine. Les États-Unis ont reconnu la Chine, des échanges d'ambassadeurs, etc., etc. Beaucoup de choses. Henry Kissinger a, dans les fonctions qui étaient les siennes du temps des présidents de l'époque, il est allé en Chine. On estime qu'il est allé en Chine 20 fois, 30 fois, un nombre très important. Et il a publié un livre qui s'appelle De la Chine, que je vous recommande chaudement. C'est une source pour qui veut faire des conférences sur la Chine, c'est un concours. Oui. Henry Kissinger, De la Chine, publié, traduit en français. Et puis bon, je le disais, ça s'est gâté. Ça s'est gâté essentiellement dans la période 2000-2025. Et ça s'est gâté aussi parce que la Chine a pris une initiative qui a fâché tout l'Occident, c'est une ceinture, une route. Une ceinture, une route, c'est Belt and Road Initiative, BRI en anglais. Salut camarades. Et nous on dit aussi Nouvelle Route de la Soie. C'est une énorme initiative qui consiste à partir de la Chine, disons, à couvrir tous les pays de l'Asie, de l'Eurasie, d'infrastructures, de points d'infrastructures, par exemple, multimodales en termes de transport, etc. Et là, ce sont des travaux, des investissements, des réalisations qui heurtent de front les intérêts occidentaux, puisque à travers la ceinture et la route, la Chine peut offrir à des tas de pays un regard sur le partenariat avec elle, avec la Chine, et peut-être détourner des pays du commerce avec les États-Unis ou avec les pays occidentaux. Donc c'est fini cette histoire de la Chine comme apprentie en capitalisme, sous-entendu on vous attend au tournant, on n'en parle plus, maintenant c'est le retour à la guerre froide, au langage de la guerre froide, et regardez comment nos médias à nous, en France, parlent de la Chine. Ils en parlent comme d'un pays autoritaire, comme d'un impérialisme. Pays autoritaire, ça, on peut le concéder si on reste sur nos standards occidentaux de démocratie bourgeoise, etc. Bon, peut-être, c'est vrai qu'ils ne sont pas friands de notre démocratie bourgeoise à nous, mais il faudrait regarder dans les détails. La semaine dernière, je crois,
Robert ou moi, je ne sais plus, ou quelqu'un mentionnait le nombre très important de comités de toutes sortes qui existent en Chine, ainsi que le grand mouvement de décentralisation qui marque les institutions chinoises. Ça, ce sont des formes de travail collectif, de travail en commun, au plus près de la réalité. Tu as fait tomber quelque chose. Oui. Au plus près des populations. Et donc ça, ce n'est peut-être pas de la démocratie bourgeoise, mais moi je pense que c'est de la démocratie participative, c'est-à-dire c'est bien mieux que notre démocratie bourgeoise. Je ne sais pas ce qu'en pense Si Robert. je peux ajouter quelque chose, hein, Vas-y. quelques mots. Je crois d'abord que nous avons un retard terrible sur la connaissance de la Chine, comme le retard sur tous les pays qui pour nous restent exotiques. Et ça, c'est notre vieille mentalité coloniale qu'on a dans la tête encore aujourd'hui, et qui permet de juger, de donner la leçon. D'ailleurs, les Chinois sont très sensibles à ça. Il y en a marre des leçons que donnent en permanence la France et l'Europe à l'ensemble du monde, alors qu'ils ne le connaissent pas. Alors la Chine, à mon avis, il ne faut plus du tout la voir comme un pays qui fabrique à toute vitesse des produits de seconde zone, pour survivre, pour se construire un petit peu, pour vivre moins mal. C'est maintenant devenu un pays de haute technologie, dans des secteurs stratégiques. Et donc, ils sont en train de rivaliser directement maintenant avec les États-Unis. Si vous écoutez le rapport, si vous lisez le rapport de la Banque mondiale 2024 sur les PIB, c'est le dernier rapport de la Banque mondiale, l'écart est de plus en plus restreint entre les deux puissances, d'autant que les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes au niveau du PIB. Par exemple, les États-Unis intègrent les ressources de la prostitution, de la drogue, etc., dans leur calcul de PIB par tête, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Chaque État calcule son PIB un peu différemment et la Banque mondiale fait le ramassis de tout ça. Mais de toute façon, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un faible écart seulement. Alors que la propagande sur la Chine est toujours de type exotique. C'est un pays qu'on ne connaît pas trop, un peu douteux, un peu dubitatif. Ils ont des soldats, des militaires, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est essentiel, c'est qu'ils prennent de la place et qu'ils font sauter, ils mettent en faillite des boîtes à nous. Et on ne connaît pas. Et le mouvement progressiste ne le connaît pas non plus. Non. Ça, c'est particulièrement grave. Et ils s'en méfient. On s'en moque totalement au niveau des adversaires. Le mouvement progressiste ne connaît pas la Chine et n'en fait pas une référence, quelle qu'elle soit, pour quoi que ce soit. Ce qui est quand même un peu préoccupant. Parce que comme d'habitude, on est en retard d'une bataille et c'est quand même un peu gênant. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, si je le ressens, c'est exactement ce que j'ai fait pendant toute ma participation au parti. J'ai travaillé pendant 15-20 ans à l'université et dans le parti sur l'Union soviétique et les démocraties de l'Est, et les démocraties populaires. Après, j'ai laissé tomber un peu pour passer au mouvement de libération nationale, à partir de la guerre d'Algérie notamment, et surtout avec les leçons que je tirais des pays de l'Algérie, de la Libye, etc., de la Corée du Nord, etc. Et c'est seulement très tardivement, il y a peu de temps, très peu de temps, que je me mobilise sur la Chine, pour apprendre à savoir ce qu'on peut en faire, nous. Et là j'ai une intervention assez longue que je ferai tout à l'heure sur ce que la Chine nous apprend. Mais l'essentiel, c'est de penser qu'aujourd'hui, les rapports de force tendent à s'équilibrer, et qu'il y a le dernier plan, ça s'appelle d'ailleurs la décision, une résolution du parti chinois, la décision prise en 2024, qui prévoit la période jusqu'à 2035, et qui prépare toute une stratégie, qui développe toute une stratégie qu'il va essayer de tenir, et qui peut être décisif avant la deuxième période suivante, 35-49. Bon. Alors donc il y a une période 2024-2035 prévue dans ce qu'ils appellent la décision. C'est une résolution qui s'appelle ainsi. Et une deuxième étape qui est à suivre, c'est celle 2035-2049. Et en général, les Chinois tiennent leurs objectifs pour une large part. Je vais terminer simplement cette intervention en disant que il y a eu beaucoup
beaucoup de bagarres politiques, économiques et sociales à l'intérieur de l'histoire de la Chine contemporaine. Les directions ne sont pas les mêmes. Il y en a une qui s'est approchée du capitalisme. On ne sait pas trop si c'était une NEP ou bien si c'était parce qu'ils voulaient atteindre un niveau de développement rapidement et puis satisfaire des intérêts immédiats. On n'en sait pas trop, mais il y a eu des bagarres. Et la direction actuelle est tout à fait différente des précédentes. Elle a essayé de reprendre le contrôle de la situation et elle s'est constituée en forteresse. Actuellement, les échanges avec les États-Unis, ça représente simplement 15% de leurs exportations, ce qui est rien. Ils n'ont aucune dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et nous? Ah, ça, je ne sais pas. Je sais pas. Mais c'est essentiellement en direction des pays du Sud qui représentent 40% à peu près des exportations chinoises. Et les BRICS, en fait. Avec les BRICS, oui. 15% seulement avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent négocier des tarifs douaniers, des taxes, etc., sans trop de difficultés. D'ailleurs, ils se sont un peu peu entendus parce que les États-Unis ont beaucoup reculé sur les chiffres et la Chine a pu réussir aussi à ne pas trop en souffrir. Et de toute façon, de 15%, 15% ça veut dire la souveraineté économique et financière. Quand Trump a lancé la taxe sur la Chine, je ne sais pas, vend du soja aux éleveurs américains. Achète. Ouais. Achète. Non. Donner du soja aux éleveurs américains qui votent républicains. Seulement, pendant 15 jours, il n'y a plus eu de livraison et Trump, il a baissé la culotte. C'est ça. Oui, mais la Chine achète du soja. Non, ils ont vendu là. Non, ils achètent. Non, ils ont vendu aux éleveurs. Oui, c'était dans les médias et tout. C'est pour ça que, comme c'est son électorat à lui, il a été obligé de céder et hop, ils ont envoyé des bateaux de... D'accord. Il y a des échanges, c'est vrai. D'accord. Parce que moi, j'ai entendu que, il n'y a pas très longtemps, que Trump avait passé un accord avec Xi Jinping pour que la Chine achète. Il y a ça, mais bon, je sais qu'il y Non, a... parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que la Chine est souveraine, elle est indépendante, ce qui n'était pas le cas de la Russie, qui avait des connexions importantes avec les États-Unis et avec le monde occidental. Et la Chine contient essentiellement à cette position qu'elle veut généraliser à toute une série d'États dans les années qui viennent, précisément, avec la route de la soie par exemple. Et s'il y a souveraineté nationale, alors les conditions de changement politique sont réunies, sont des rapports de force purement internes, sans intervention extérieure, ou avec intervention de la Chine. C'est-à-dire que ça change radicalement la situation. Et actuellement, d'après ce que pensent les Chinois, c'est qu'il y a environ une centaine d'États sur les 193, qui sont dans des conditions favorables pour cette évolution, dans ce sens d'évolution de la souveraineté et d'une relative dépendance de fait vis-à-vis de la Chine, ce qui change complètement les rapports de force. En gros, la moitié. On en est à peu près maintenant à une situation d'équilibre relatif. Reste à savoir comment ça va basculer dans les années qui viennent. C'est précisément ça l'enjeu des 20 années qui viennent. Quel est le balancement qui va se produire? Est-ce que les États-Unis reprendront le dessus? Est-ce que c'est l'inverse? On n'en sait rien. Et c'est une période dangereuse, évidemment, notamment pour la paix. Bien sûr. Parce que moi, je ne crois pas que Trump soit un dingue. Il est un dingue, comme beaucoup de gens, et comme de plus en plus de gens du personnel politique. Alors, Milei en Argentine, Bolsonaro, nos Italiens qui ont précédé il y a peu de temps encore, etc. etc. Pourquoi? Parce que le personnel politique a de moins en moins d'importance par rapport aux grands patrons des firmes transnationales. Mais ce que Trump veut dire par ce qu'il fait, c'est qu'il est temps de se débrouiller, de faire tout pour s'en sortir parce qu'on est menacé. On est menacé dans notre position dominante. Et il y a plein de patrons qui ne sont pas d'accord avec Trump pour son style et ses pratiques. Mais qui le suivent là-dessus. Mais qui sont totalement d'accord sur cette question. Et peut-être dans 10 ans, il sera trop tard. Bien sûr. Et donc n'importe quoi, c'est mieux que le statu quo
style des partis démocrates. Bien sûr. Un statu quo relatif. Parce qu'en fait, Trump aussi est un héritier très direct des Bush et des autres qui ont précédé, ou même des démocrates, dont Biden, si ce n'est dans le style, mais dans leur pratique, par exemple dans les agressions internationales, interétatiques, les démocrates ont joué le même jeu que les républicains. Voilà, je reprends après. Ce qui doit être pour Trump, enfin, j'ai l'impression que, et sur toute son équipe, j'ai l'impression que ce qui doit les miner, c'est qu'ils n'ont quand même pas de prise sur la Chine. Oui, c'est ce que dit Robert. C'est ça. C'est Parce que comment tu as dit, Une forteresse. une forteresse. Et ils se sont constitués en forteresse. Voilà, et 15% des Et d'où aussi la répression à l'intérieur. Les Américains, c'est rien. Parce qu'il ne s'agit pas de se fissurer à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et il s'agit simplement d'épurer et d'éliminer la corruption et les trafics qui ont lieu en Chine et qui sont de vieilles traditions chinoises, bien avant le communisme. On peut aller jusqu'à dire qu'il y a eu un tournant avec Xi Jinping, hein, parce que lui, ça fait combien d'années, 15 ans, un truc comme ça qu'il est là, hein, déjà 2011, donc ça fait 14-15 ans. Et les précédents, c'était pas ça. Les précédents, ils sont restés 6, 7, 8, 9, trucs comme ça. Ils ont dû faire, ça doit être des mandats de 3 ans le parti, un truc comme ça, ils ont dû faire peut-être 2, 3, 4 mandats, pas plus. Xi Jinping, lui, il a fait voter une disposition qui lui permet de rester plus longtemps. Et quelque chose qui m'a paru intéressant, que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que la direction du parti actuellement, après avoir laissé autonome le capitalisme naissant en Chine, les patrons, etc., a intégré une partie des oligarques dans le parti, en ouvrant le parti aux classes moyennes et à un certain nombre d'oligarques, en essayant d'éliminer les autres. Et cette intégration dans le parti, ça a sécurisé une partie de la bourgeoisie chinoise qui s'est constituée, mais en étant très affaiblie puisqu'elle a été élaguée, disons, de ses ennemis les plus convaincus. oui, c'est ça. Donc il y a toute une stratégie, et en gros, c'est la chose qui m'a paru aussi très intéressante, pour le PC chinois, la lutte des classes continue sous le socialisme. Oui, c'est ça. Et ça, je voudrais bien savoir combien il y a de marxistes français, même de marxistes, Qui pensent qui ça. ont pu travailler et réfléchir sur cette idée. Oui. Il y a une lutte des classes à l'intérieur du socialisme pendant X temps, sans qu'on sache combien de temps. Et donc il y a eu des tas de luttes, des tas de bagarres syndicales. Par exemple, ils ont massivement aidé à la constitution de syndicats dans les firmes transnationales qui avaient investi en Chine, alors qu'au départ, il n'y avait personne. Et donc c'est aussi une façon de mettre la bagarre sur le terrain, en Chine même, avec des grèves, avec des mouvements populaires, etc. Mais aussi avec, par exemple, Tiananmen, avec une bagarre avec les étudiants de Pékin, pas de partout du tout, mais de Pékin, qui ont soif de gin, comme le reste, comme en Corée du Nord, avec aussi une répression très sévère dans ce domaine idéologique. Pour eux, c'est la bataille idéologique. Ouais. Les jeans, les jeux vidéo, etc., ce sont des ennemis fondamentaux. Et en Europe de l'Est, on a vu ce que ça a donné. Il y avait une passion pour tout ça. L'Occident, c'était le paradis, le plaisir. Alors, je vous donne, ça va résonner avec ce qu'a dit Robert, les chiffres de la croissance mondiale sur les 25 ans. 2 périodes, 1998-2007, donc c'est-à-dire 9 années, et 2008-2022. Donc là, c'est un peu plus long, 14 années. De 1998 à 2007, les pays avancés, les pays capitalistes, on va dire, ça ce sont des termes de la Banque mondiale. Ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de la Banque mondiale. Pays avancés, 2,7% de taux annuel moyen de progression du PIB. C'est bien, c'est bien. Les pays émergents, quant à eux,
5,8. C'est encore mieux. Alors, pays émergents, c'est une catégorie pourrie, bien entendu, de la Banque mondiale. C'est pour ne pas mettre en évidence la Chine, évidemment. Pays émergents. On peut considérer que dans les pays émergents, la Chine représente 80-85%, à peu près. Bien. Donc, 1998-2007, le match, c'est 2,7 contre 5,8. 2007, vous savez ce qu'il y a, c'est la crise des subprimes. Donc, évidemment, la croissance, elle en prend un coup derrière les oreilles. Pour les pays avancés, elle passe à 1,4, diminuée par 2. Jusqu'en 22, 2022 2008-2022. 1,4. On va dire que nous y sommes, hein, parce que 2022-2026. Pour les pays émergents, ça baisse aussi. Mais bon, ça baisse de 5,8 à 4,5. Donc, c'est pas aussi catastrophique que la croissance des pays avancés, qui n'était pas stratosphérique, mais qui l'est encore moins ici, alors que là, 5,8, bien sûr, on perd 1,3 points de croissance, bien sûr. Mais là aussi, on perd un 3. Mais partant de 2,7, on arrive à 1,4, on perd un 3. Ici, on perd un 3, mais partant de 5,8, on arrive à 4,5. Voilà. Et là, vous avez une bonne explication des états d'âme de Trump et des autres, hein, de l'ensemble des pays occidentaux. Ce que l'on peut dire, ce chiffre-là, 5,8 et surtout le 4,5, la bonne résistance des pays émergents, mais la Chine en premier lieu. Ce 4,5, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que la Chine, elle a sauvé le capitalisme. Parce qu'elle a inondé les pays capitalistes de produits peu chers. Alors, évidemment, avec une modalité qu'il faut ajouter, Robert l'a indiqué, c'est que toute cette période, la Chine, elle croît dans la chaîne des valeurs. Au début, elle vend des jouets et à la fin, elle vend des voitures, elle envoie des fusées dans l'espace, etc. Et à la fin, elle représente 40% des brevets mondiaux, plus que les États-Unis. Donc, ces chiffres-là, il faut avoir en tête le mouvement, la dynamique sur ces périodes-là. Mais le 4,5, il a une signification et que les capitalistes eux-mêmes ont reconnu, c'est que la Chine qui a inondé, surtout après 2008, les pays capitalistes de pacotille, eh bien, elle a sauvé le capitalisme. Il y a un responsable américain qui dit, grâce à la Chine, les ouvriers américains pouvaient mettre au pied du sapin des tas de trucs, des tas de bricoles, des tas de jouets chinois. Voilà. Bon, que s'il avait fallu les acheter, disons, en tant que produits américains à des prix américains, eh bien, les ouvriers, les salariés les américains, ils n'auraient pas pu. Donc, la Chine, elle a participé, contribué à sauver le capitalisme par les produits peu chers dont elle a inondé tous ces pays, mais avec
un bémol. Donc le bémol, c'est que à mesure que les années passent, derrière les objets de peu de valeur, on voit se profiler des objets de grande valeur, des puces, des ordinateurs, des téléphones, etc. Hein, des voitures, etc. Hein, voilà, évidemment. Et plus ça va, plus ça prend de l'ampleur. Voilà la base des états d'âme de Trump par rapport à la Chine. Il faut retenir l'idée, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des responsables américains, retenir l'idée, peut-être contre-intuitive, mais qui est réelle, c'est que j'essaie de retrouver la citation, que la Chine a sauvé le capitalisme. Voilà, il devenait possible d'acheter à ses enfants des montagnes de cadeaux de Noël. En fait, la Chine a sauvé le capitalisme. Voilà, donc ça, croissance mondiale. La part, pour compléter, quelque chose qui est dans le même ordre d'idées, non plus le PIB mais le commerce international, on se rapproche des réalités qui concernent spécifiquement la Chine, qui inonde les pays du monde entier de ces produits. Donc toujours avec les mêmes périodes. En début de période, les pays avancés sont à 5,9% de taux annuel moyen de croissance du commerce international, 5,9 par an en moyenne, plus 5,9, plus 6% par an. Mais la Chine est à plus 9. C'est pas le double, mais c'est presque le double, hein, puisque par le jeu des taux composés sur de longues périodes, 9, ça finit par faire des sacrées statistiques. Après la crise des subprimes, 2008-2022, le plus 6 passe à 2,4 en taux annuel moyen de croissance du commerce international. Et pour les pays émergents, le 9 passe à 3,7. Là, vous voyez, en termes de commerce, en termes de PIB, non. Tout à l'heure, il n'y avait pas du tout cette diminution. Elle était de 1,3 points de moins, je vous rappelle. Là, c'est plus important. Là, la Chine, évidemment, elle dépend. Elle dépend des pays où elle exporte. Et c'est l'occasion de dire une chose, c'est que, là aussi, caractéristique chinoise, la Chine, le commerce international baisse. Peut-être que ça les chagrine, mais ça ne les catastrophe pas. Parce que les Chinois, l'État chinois, le PC chinois, reconfigure l'économie pour que ça profite aux Chinois eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé lors de cette période. Le PC chinois a introduit une nouvelle priorité sur la consommation intérieure. Il est en train de faire la même chose en ce moment même. En ce moment même, le PC chinois est en train de réaffirmer une énième priorité sur la consommation intérieure. Tout ça en fonction de la tenue des économies occidentales.
dans la période récente, ce qui s'est ajouté, c'est le phénomène Trump, le phénomène des taxes. Bon. Là, la Chine, elle a réagi complètement différemment cette fois-ci par rapport à la première présidence de Trump. La première présidence de Trump, la Chine s'est un tout petit peu laissée mener en bateau. Cette fois-ci, vous avez vu que ce n'est pas du tout ce qui se passe. La Chine, elle a répondu aux taxes de Trump par ses propres taxes. Et au final, ben, nous ne connaissons pas tous les détails parce qu'on ne nous dit pas tout, comme on dit, mais au final, on a le sentiment que Trump est revenu en arrière pratiquement sur tout, hein, ou presque tout. Et que les Chinois, eh bien, ils continuent. Mais là, il y a une réalité, c'est le BRICS qui commence à être une monnaie commerciale, et je crois que 40% du pétrole sur la planète n'est plus payé en dollars, mais avec cette nouvelle... C'est ça. Ouais, l'un des grands objectifs actuels, c'est la dédollarisation de l'économie mondiale. Voilà. Pour les Chinois. Voilà. Et si les États-Unis ne veulent pas, c'est pas le problème. C'est pas le yuan qui doit remplacer le dollar, c'est une nouvelle monnaie, deux nouvelles monnaies, que l'on pense en Afrique ou que l'on pense en Asie, qui sera autonome du dollar. Et si ceux qui ne veulent pas passer à cette nouvelle monnaie ne le font pas, peu importe, ils veulent gagner avec cette monnaie une large part de l'économie mondiale. Ce qui leur permet d'être autonomes, là encore, vis-à-vis des États-Unis, qui avec le dollar majore les taux d'intérêt, décide des investissements, les attire, permettent d'apprendre des sanctions avec leur loi extraterritoriale qui s'impose à des petits pays qui ne peuvent pas résister, etc. etc. C'est là encore le but de la souveraineté de chaque économie nationale et du secteur dans lequel se trouvera la Chine. Je pense que c'est encore un objectif très fort. Si vous parlez de ça en Afrique, tout le monde est d'accord. Oui, Pour le moment, ils n'ont pas trouvé la porte de c'est pas sortie. seulement en Afrique, je pense au Canada Oui, mais ça peut être. qui avait une économie très très liée, évidemment, avec les États-Unis, et maintenant cherche n'importe quoi. Mais l'Afrique, Que- je connais que plein d'Africains les États-Unis, francophones qui travaillent. Ils cherchent des choses en Chine, en Europe, en Mexique. Ah, et la souveraineté nationale est importante pour les Mexicains, hein, comme C'est toujours. sûr, c'est sûr. Et ils font la même chose. C'est sûr. Ah, c'est pas, les Chinois ne sont pas spéciaux pour ça. C'est sûr. La façon de le faire, c'est... Mais ils retrouvent un écho, là, ils trouvent un écho situation. très favorable. Voilà. Non, c'est pas une question d'être favorable pour tout le monde, c'est nécessaire. Non, mais l'écho favorable dans les pays concernés, notamment des pays du Sud. C'est pas seulement la Chine qui a des chances, hein, les Canadiens trouvent bien. Parce que maintenant, ils se concentrent sur le commerce entre les provinces canadiennes, alors que dans le temps, ils regardaient toujours au sud et aux États-Unis. Maintenant, ils regardent d'abord chez eux. Mais je ne pense pas que la Chine vise des pays de ce style. Ah mais si, le Canada vise bien la Chine. Oui. Il veut faire des choses au Canada, bien sûr. En sorte, comme la préoccupation fondamentale, c'est le Sud. Je pour les Chinois. Les affaires sont Pour les les affaires. Si Canada offre quelque chose, évidemment. La relation du Canada avec la Chine, elle est toute nouvelle. Oui, c'est un tournant. Hein, c'est pas ça que voulait faire Trump parce qu'il est bête et il comprend rien. Elle date de 6 mois, quoi. Oui. Trump, il veut en faire. Oui, Ça n'a pas- mais c'est le fait de ce qu'il fait. Hein. Pour terminer ce développement sur les performances économiques, le résultat de tout ça, en termes de part du PIB mondial. Là aussi, vous allez voir qu'il y a évidemment des résultats inquiétants. Là, la source n'est plus la Banque mondiale, mais c'est le FMI. C'est la raison pour laquelle on voit apparaître l'Union européenne et la Chine en tant que telle. Avec la Banque mondiale, ce n'est pas possible. Et une autre différence, c'est que ces données-là,
elles ont une caractéristique très particulière, c'est qu'elles sont en données en parité de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est que des données en parité de pouvoir d'achat? Ce sont des données qui sont retravaillées par rapport aux données brutes pour tenir compte de la capacité des consommateurs du pays concerné à se procurer tel ou tel bien ou service. Donc si vous voulez, en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on compare des paniers de biens et services de même composition. Alors c'est là, tel que je le dis, ça a l'air simple, mais c'est compliqué, bien entendu. Ce sont des statistiques horriblement complexes, mais on compare des paniers de biens et services. Pourquoi? Parce que en Chine, on peut se procurer des paniers de biens et services dans des conditions bien plus favorables qu'aux USA. Ah oui, là on voit bien que voilà. Donc, si on le compare, bien-être des gens, ça correspond au bien-être des gens. voilà, derrière les parités de pouvoir d'achat, on commence à apercevoir une notion de bien-être, de pouvoir d'achat, de bien-être. Alors, 1998, les USA représentent 20% du PIB mondial, ils sont les premiers, sans aucun doute, à égalité avec l'Union européenne. 20% également, même un chouïa devant. La Chine est à 6,7. En 2008, au moment de la crise des subprimes, les États-Unis sont déjà un peu descendus à 17,5. L'Union européenne aussi, d'ailleurs. Vous voyez, 20, 17. Mais la Chine est déjà montée à 11,4. Déjà. Je vous renvoie à ce schéma du début. Hein? Et pour finir, en 2022, les États-Unis sont descendus à 15,6, l'Union européenne à 15, et la Chine est à 18,5. Voilà. 18,5 du PIB mondial. On comprend mieux pourquoi Trump s'est fait. Voilà. Voilà. Et puis ce qui me semble, c'est évident que depuis la crise, la 2008, on ne s'est pas vraiment remis, une partie du monde ne s'est pas vraiment remis des effets de la crise. Bien sûr qu'on est sorti, mais quand même, Non. c'est poussif. Non. On perd. C'est poussif. Mais On perd. le reportage que j'ai vu là sur Arte, sur le capitalisme, il parle de ce problème de subprime, mais en réalité, ils n'ont pas pu amortir le déficit. Il y a plusieurs banques qui se sont écroulées, ça a été une catastrophe. Il y a eu comment je veux dire, ils sont intervenus financièrement et même ils ont fait appel aux milliardaires, etc., parce que c'était catastrophique. Mais les gens se sont trouvés expulsés de leurs bâtiments parce qu'il y a eu des crédits sans garantie, sans rien. Et donc il y avait des images, je regardais ça la semaine dernière, extraordinaire de voir tous les gens qui sortent dehors, qui sont foutus dehors par les flics. Et tous ces crédits, toutes ces constructions n'ont pas été payées en réalité. Donc ça a été catastrophique. Et là, ils ont fait marcher la planche à billets. La planche à billets. 2008, je l'ai su, mais je l'ai oublié. Je ne sais pas si toi tu as gardé en souvenir ce truc-là. Je crois que les banques centrales, elles ont dû injecter dans l'économie quelque chose comme 10 ou 15 000 milliards de dollars, enfin peut-être plus. Une somme absolument dingue. Banque centrale européenne et la Fed, et Banque centrale européenne, et les autres banques centrales pour tout ce qui n'est pas l'Europe
et les États-Unis. Une injection tout à fait en contradiction totale, flagrante et totale avec les canons économiques, hein, cela va de soi. Voilà, et puis je reviens sur, je m'arrête là, sur ce que disait Robert, donc la montée en puissance dans la chaîne des valeurs. Ça, c'est extrêmement important, parce que si la Chine continuait de nos jours à vendre des jouets, bon, ben, on rigolerait bien, mais c'est pas le cas. Hein. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de comparer ce que disent les médias français sur la Chine. Si vous écoutez BFM Business, il n'y a pas de problème, ils sont convaincus qu'il y a un niveau de haute technologie qui menace les économies occidentales. Ailleurs, on décrit en permanence les difficultés. Il y en a bien sûr en Chine. Par exemple, le secteur immobilier. C'est le secteur le plus en difficulté en Chine, qui marche le moins bien. Il y a des problèmes qui ne sont pas résolus, je ne connais pas lesquels, puisque je découvre à peu près ce que je raconte en ce moment même. Alors moi, j'ai réfléchi un petit peu à ce que les mouvements progressistes occidentaux, et notamment français, auraient à apprendre de ce qui se passe en ce moment. La première idée, c'est, je crois, le contraire de ce que chante l'International, qui dit « du passé faisons table rase ». La direction actuelle du parti dit strictement le contraire. Il faut faire une synthèse étroite entre le passé civilisationnel et la modernité socialiste. Les deux sont absolument nécessaires, il faut faire un syncrétisme de ces deux réalités. Et surtout pas abandonner le passé pour la direction du Parti chinois actuellement, parce que ça n'a pas toujours été le cas jusqu'à présent. Il faut absolument intégrer les deux. Un conservatisme culturel, d'une certaine manière, un respect de la culture traditionnelle, d'une certaine manière, et la modernité du socialisme, et un rajeunissement par la modernité socialiste. Et ils rappellent toujours leur passé, qui est très ancien. 3500 ans avant notre ère, il y avait déjà la civilisation chinoise qui s'était développée. Et le premier empire, c'était en 247 avant notre ère, c'est-à-dire bien avant nos préoccupations politiques françaises ou européennes. Et c'est le contraire de la révolution culturelle que Mao voulait utiliser pour transformer le parti. Encore que ce n'est pas si simple, parce que je me souviens d'un bouquin de Roger Garaudy qui m'avait beaucoup frappé sur la révolution chinoise. Le pauvre, il a été éliminé dans des conditions un peu particulières. Et il écrivait dans cette révolution chinoise, la révolution culturelle elle-même est une tradition chinoise, dans l'histoire chinoise. C'est-à-dire qu'il y a eu des révolutions culturelles au fur et à mesure de l'histoire chinoise. Et donc, ce n'est pas une remise en cause de la tradition, c'est une façon de se remanifester à la moderne, dans le cadre socialiste, avec ce mouvement. Deuxième idée, cette idée de lutte des classes qui continue sous le socialisme. L'histoire n'est pas finie avec l'aménagement socialiste. Exactement le contraire de ce qu'on pensait de l'Union soviétique. Il y avait avant 1917, et puis après. L'histoire était presque finie, et s'il n'y avait pas eu l'Occident, tout serait été paradisiaque. Ce n'est pas du tout l'idée chinoise. La guerre sociale continue, y compris avec le rôle de la classe ouvrière, dont il faut analyser le contenu, qui change de composition. Donc l'histoire continue, et la bagarre continue, à l'intérieur du parti. Il ne parle pas du monde, il parle déjà de la Chine elle-même. Et le parti qui est capable de prendre parti. Avec donc une nécessité pour le parti d'être toujours très vivant. Et là, en Chine, je crois qu'on est dans la situation parti-État et non pas État-parti comme l'Union soviétique. L'État avait pris la place du parti, je crois, de l'Union soviétique, et dans les pays d'Europe de l'Est. Les partis devenaient des administratifs des décisions étatiques. Et je crois que ça leur a coûté très cher. Et le résultat, c'est qu'on voit ce qu'il en reste. Pas grand-chose. En quelques années, un demi-siècle d'histoire a disparu ou presque, ce qui est extraordinaire. Mais ce qui montre que les partis n'ont pas mené la bataille idéologique pendant les 50 années de pouvoir. Et ce que les Coréens du Nord ne leur pardonnent pas d'ailleurs, parce qu'eux, ils continuent systématiquement, à leur manière, mais de manière systématique. Combien il y a de Chinois au Parti communiste? 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. Ah, mais c'est 100 sélectif, millions hein. sur combien d'adultes? 3%. 1 milliard 400 millions. 1,4 milliard. 1 milliard. Non, sans prendre les enfants, mais Ah ben là, au moins 1 milliard. Juste C'est-à-dire, en gros, c'est quelque chose comme
1% sur 10. Non. 100 millions sur 1 milliard. Ouais. 100 millions. Mais c'est très dur pour y rentrer. Hein. C'est très sélectif. Hein. Oui, ça fait 1 sur 10. Oui. 3%. Au Vietnam, c'est combien? 3%. Alors, Je continue. Excuse-moi, voilà, après je vais. Mais c'est pas la même Le parti de Xi Jinping a aussi fait un travail particulier sur l'effondrement de l'URSS. Il y avait, je crois que c'était à Pékin, je ne suis pas sûr que ce soit à Pékin ou à Shanghai, mais c'est ce que j'ai appris aussi, ça m'a paru très intéressant. Il y avait, à l'époque de la chute de l'Union soviétique, qui les a beaucoup choqués, beaucoup frappés évidemment, comme tout le monde, un immeuble de 27 étages avec un ensemble de chercheurs qui travaillaient sur qu'est-ce qui s'est passé en Union soviétique. Ils ont travaillé. Je voudrais dire qu'en France, rien du tout, ou presque. On a simplement dit insuffisance de démocratie, moi c'est ce dont je me souviens. Mais pourquoi insuffisance de démocratie? C'est vrai. Le Conseil est évident. Les chefs de l'Union soviétique ont choisi, surtout en 1921. Ils avaient le choix, ils avaient pris le mauvais chemin. Mais je peux te citer les textes de Lénine. Oui, mais je parle de comme nous. preuve. Hein, je parle de nous. Nous, on n'a pas du tout travaillé sur le sujet. Pas du tout. Peut-être bien, mais c'est je vous assure, il y a des gens qui... Et je serais curieux qu'on interroge des militants pour leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûr qu'ils ne seraient pas très bavards. Pas plus que moi. Pas plus que moi. Mais il n'y a pas d'historiens, même qui n'étaient pas d'autres partis, qui ont... Des gens hostiles, oui, il y en a eu qui ont écrit là-dessus, mais des gens, des Mais, marxistes travaillant sur cette question. Mais je parlerai tout à l'heure de mon expérience personnelle, puisque j'ai bien connu la Bulgarie, et puis j'ai quand même connu ma femme en Union soviétique. Bon, elle n'était pas russe, elle était bulgare. J'ai de la famille russe, enfin qui était soviétique russe, et j'ai vu la dégradation de ce pays. Les apparatchiks. Moi, j'ai eu une dispute avec Maxime Grémetz, qui était le responsable national de la Polex, qu'on appelait. Pour quelle raison? Politique extérieure. Pour quelle raison? Moi, je suis témoignage, après je vous raconte une anecdote. Mon beau-père soignait les ministres. Il était médecin du gouvernement. Et j'allais même en vacances au bord de mer sur les centres de vacances des ministres, le ministre de la Santé, là c'était. Et donc, j'ai vu la dégradation au fur et à mesure. C'est-à-dire que les chefs du Parti communiste devenaient des apparatchiks. Ils avaient le pouvoir sur tout. Et je vous ai raconté l'anecdote que je joue aux échecs avec le ministre de l'économie de l'époque, qui était un communiste. Ma femme faisait la traduction. Et un Bulgare, il s'inscrivait pour acheter une Lada. Il fallait qu'il attende 4-5 ans. Elle, quand elle a eu 18 ans, elle a eu la Toyota. Il y avait des magasins qui s'appelaient Corecom, qui ont payé en dollars pour acheter des produits qu'on ne trouvait pas dans le pays. Donc il y a tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la CIA, elle est intervenue d'une manière incroyable. Et moi, j'ai vu toute cette évolution. J'ai une maison à 200 mètres de l'ambassade américaine à Nouvelle. 5 sous-sols. Et si je vous montre la vidéo, il y a juste un étage de l'ambassade qui est immense, et dessous. Et là, ils ont commencé à diffuser Radio Free avec la musique occidentale, machin, et à mener une lutte idéologique que le Parti communiste bulgare n'a pas résisté. Ils se sont fait acheter. Après, il y a eu des associations américaines qui sont venues en Bulgarie avec de l'argent pour aider les orphelins, les machins. Moi, je les ai rencontrés. Et on voyait comment le système commençait à être vraiment vermoulu. Et puis, ce qui s'est passé, ça s'est passé rapidement. Et moi, je l'ai vu, j'en ai parlé, à l'époque, j'étais au bureau fédéral, et à Grémetz, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, là. Je vois ce qui se passe, comment ça se dégrade, etc. Après, il y avait aussi le travail. J'ai visité, il y avait des cousins, Krebilkovsk, c'est une usine métallurgique qui faisait plusieurs kilomètres de long. Quand je suis arrivé voir le cousin, il y avait les tôles qui profilaient, ils ont tout arrêté la chaîne, tout s'était entretenu,
L'autre, il est venu avec le diable, avec les bières, on a bu tout ça, puis ils ont repris l'activité. Donc, même au niveau économique, il y a eu tout ça. Et ce qui s'est passé en 92, quand il y a eu les transformations politiques, comme par hasard, les directeurs de ces boîtes, parce que tout était d'État, tout, même les restaurants, tout ça, il y avait quelques restaurants privés, mais pas beaucoup avant 90. Mais ils se sont tous trouvés propriétaires et grands patrons et millionnaires. Ils ont acquis ce qu'ils dirigeaient. Ils ont pris ce. Voilà. Et ça, le Parti communiste s'est fait acheter. Une autre anecdote. Je vous en parle parce que je fais un truc aujourd'hui. Moi, on m'a envoyé une photo de Gorbatchev à Nice. En 75, oui. 75 par là. Oui, 75. Et moi, c'était une délégation soviétique. J'ai pris 2 petits déjeuners avec lui. On avait loué une villa à Théoul. Il y avait une délégation soviétique. Mais à l'époque, il n'était pas numéro 1. Il était ministre de l'Agriculture et secrétaire d'une fédération du Parti communiste, mais je ne sais plus laquelle. Là, j'ai mis, 1 heure après, on commence à me dire c'est le destructeur du social. C'est pas vrai du tout, parce que la réalité était plus complexe. Parce que la période austriaque, c'était, lui voulait garder l'autorité du parti, mais réformer parce qu'il était conscient qu'il y avait une dégradation du système. Et encore plus. Mais c'était tard. C'était trop tard. Parce qu'en réalité, celui qui a été acheté, et je sais qui c'est qui va encore me répondre, c'est Bruxelles. Il a été payé par la CIA. Bien sûr. Il a emprisonné Gorbatchev, il était au bord de mer en vacances en Crimée. On était allé le chercher, vous le voyez, j'ai vu des images avec tout le pull taché, tout ça, il se demande ce qui arrive. Il a été dépassé. Qui a fait tirer sur l'Assemblée aussi. Hein? Et qui a fait tirer sur l'Assemblée. Ouais. Parce qu'il y a eu des révoltes, mais c'est son camp qui avait fait un coup d'État. Enfin, c'est très complexe. On n'a pas très bien suivi et pas très bien analysé ce qui s'est passé. Mais donc, tout est la preuve. C'est pour ça que je vois que chaque fois je défends Gorbatchev, j'en prends plein la gueule. Mais il n'est pas devenu apparatchik, il n'est pas devenu milliardaire. N'oubliez pas que la fille de Boris Eltsine, 2 ans après le changement, elle a acheté une villa au Cap d'Antibes à des centaines de millions d'euros. Il y a tout ça. Et Gorbatchev, qu'est-ce qu'il a fait quand il a été il a monté une association pour la paix. Donc, c'est trop facile de démolir quelqu'un. Ça l'a dépassé. C'est vrai qu'il a été, favorisé par Thatcher, tout le monde le caressait, etc. Mais ils étaient conscients, le système capitaliste était conscient de l'écroulement de l'Union soviétique. Moi, je l'ai vécu, parce que je l'ai 3 fois par an dans la famille, et j'ai vu comment les choses se sont dégradées. Les choses étaient vraiment bien vermoulues. On estime qu'en 89, il y avait entre 20 et 30% de marché noir dans l'économie soviétique. Donc, mais moi, ce qui me touchait le plus, c'est que ceux qui ont essayé de travailler sur cette question en France, ils ont été mis de côté. Je faisais partie de l'équipe de Francis Cohen. On avait essayé de faire un petit groupe à Paris pour analyser les causes du déclin de l'Union soviétique. On a été marginalisés extrêmement fort. On n'avait pas à s'intéresser à ce sujet-là et à ne pas le traiter avec de manière historique, de manière scientifique. Pas du tout. Il ne fallait pas toucher à ça. Et ensuite, on n'en a jamais plus parlé, ou presque. Plus jamais. J'ai exploité le bouquin dont parle Robert, ça s'intitule L'Ours et nous. Voilà, c'est ça. L'Ours et nous, couverture rouge. C'est l'équipe de Francis Cohen. C'est l'équipe de Francis Cohen. Pendant 1 an, on travaillait comme ça. Et je l'ai exploité l'année dernière. On en a fait un second ensuite sur la politique internationale. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Et effectivement, c'est un bouquin qui fait un bon bilan, très intéressant. Moi, j'ai trouvé très intéressant. C'était très modéré, il n'y avait pas d'excès particulier. Pourquoi vous n'aurez pas continué, même mis de côté? Je savais dire, la réponse c'est depuis 1921 dans le Parti communiste français, donc évidemment je sais que mais on faisait ça à Souverine, il faut donner les par noms exemple, des... le premier, et plein d'autres après. Hein.
Il faut donner les noms des Mais responsables. regardez, une méthode, c'était exclusion. Il faut donner les noms des... Regardez les enfants des apparatchiks. Prenez même mon beau-frère. Sous l'Ancien Régime, on lui a payé quand même 5 ans d'études à Minsk, en Biélorussie, bon, ça faisait partie de l'Union soviétique, mais 5 ans, il a un doctorat d'Imperial College à Londres. C'est le gouvernement bulgare qui a payé. Oui. Et plein de jeunes, des amis de ma femme, qui étaient des fils de ces apparatchiks, ils ont fait des études au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Quand ils sont revenus, ils ont apporté l'idéologie capitaliste. Moi, je l'ai vu, je me suis même disputé avec certains jeunes. Moi, j'étais un peu plus âgé qu'eux, que je leur expliquais. Et eux, ils arrivaient de leurs études en anglais. Ouais, mais tu as vu la vie qu'ils ont, etc. Tout est beau, tout est bien, etc. Et même les enfants de Zhivkov, le président bulgare, qui lui était un communiste intègre. Et ben, sa fille, bon, elle a créé le Palais de la Culture, mais sa fille, son fils, c'était des multimillionnaires. Il y a tout ça. Et donc, on n'a pas mesuré, on n'a pas voulu l'analyser. Et la dégradation, les Américains l'ont vu, la preuve, ils ont poussé, parce que Radio Free, d'abord, ils émettaient de graisse. Oui, c'est ça. Et puis après, ils se sont rentrés dans le pays, et puis ça y est allé à fond la caisse. Bon, je termine simplement sur l'international. Oui, je t'en prie. En parlant de la Chine, moi qui vais beaucoup dans les pays de l'Est, de l'Europe, Roumanie par exemple, la Chine est là, hein, et pas avec du haut de gamme. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. En Roumanie, les Chinois sont chez eux. Hein. Non, parce qu'il y a quand même des bases militaires américaines. Oui, mais bon, dans le Ça, commerce. ça n'empêche pas. Mais ça, Ça n'empêche pas, parce que j'allais dire que la Chine n'est pas une Et union soviétique. aujourd'hui, Il y a des hein, millions on de ne dit Chinois pas qui font que des les Chinois études, etc. vont à Paris, on dit Des pas millions là. et qui retournent en Chine. Peut-être avec l'idéologie capitaliste. C'est Là, choquant, je hein. sais pas. Je vous garantis Bon, que je- c'est choquant. Ah ben, Moi, je voudrais terminer simplement Oui, sur oui. la politique internationale de la Chine, ce que Oui. j'ai appris aussi, et ce qui me semble être nécessaire, mais je suis vraiment un artisan débutant, avec ce qui s'appelle la décision, je l'en parlais tout à l'heure, de 2024. Le parti a fixé une période donc, allant jusqu'à 2035, et ils ne veulent pas de confrontation militaire. C'est une position de principe, Ça, c'est clair. et c'est très important. Ah, c'est clair. Pas de confrontation, et il y a une belle devise qu'ils utilisent, moi j'ai trouvé la phrase pas mal. Voilà, on traverse la rivière, mais on t'attend les pierres. C'est-à-dire on fait attention à ne pas se mouiller les pieds. Ça, c'est vrai. Et le seul ennemi pour eux, c'est l'OTAN. Il n'est pas question que l'OTAN arrive aux frontières ni de la Russie, ni de la Chine, ni de nulle part. C'est l'OTAN l'ennemi. Et donc, il s'agit soit d'essayer de démanteler cette structure, soit essayer de la rendre la moins militariste possible. C'est le seul adversaire. Il n'y a pas une question d'État, etc. C'est l'Alliance Atlantique. Et il s'agit donc de créer une stratégie de non-confrontation avec les États-Unis. Et c'est compliqué. L'objectif est, je cite leur déclaration, qu'ils renoncent à leur hégémonie. Ils font tout ce qu'ils veulent, mais plus d'hégémonie de quel que soit, et notamment des États-Unis, puisque ce sont eux qui la pratiquent. Et donc il faut créer un front uni contre le principe même de l'hégémonie, pour assurer la souveraineté de chaque nation, qui sont encore une égalité, pour créer un monde multipolaire, le monde des Nations Unies. Et eux sont les défenseurs de l'ONU et les défenseurs du droit international classique, comme une sorte d'inversion avec la situation précédente. Les Soviétiques voulaient balayer le droit international classique comme force conservatrice. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui récupèrent, en disant au contraire, on n'y touche pas, et on sauve l'ONU et on sauve le droit. C'est-à-dire, alors que l'Occident est en train de tout balayer, parce qu'il y a des rapports de force, il y a des rapports de force, on ne peut pas se laisser faire, etc., etc. Donc on est dans un monde qui bouge intensément en ce moment, avec évidemment ce risque que les Chinois ont prévu, le risque d'un affrontement mondial. Parce que, est-ce que dans l'histoire, on a beaucoup d'exemples d'empires qui ont accepté de se retirer à la place, à céder la place de leur domination? On n'en connaît pas. Voilà.
Ok. Allez, on s'arrête là. On va se retrouver le 4 mars. Le 4 mars, ce sera pour les conférences sur le cycle du capitalisme. Et le 4 mars, c'est l'intelligence artificielle et la société. La semaine d'après, le 11, ce sera l'intelligence artificielle, comment ça marche, et ainsi de suite. Si vous avez le programme, vous savez de quoi il en retourne.